Boa tarde a todos. Peço a todos meus irmãos angolanos. Avec Digital Momo. Le retour de Jean-Pierre Bemba RDC est l'une des grandes donnes qui ouvre le bal de rendez-vous politique et électoral au pays. Selon une annonce de son parti, sauf imprévu, l'ancien vice-président pourrait se rendre au siège de la Commission électorale nationale indépendante ce jeudi pour déposer sa candidature à la présidentielle du 23 décembre prochain. Ils ont apposé leur signature ce mercredi sur la charte constitutive du Front commun pour le Congo. Les gouverneurs de toutes les provinces de la RDC, quelques religieux et autres acteurs de la société civile sont désormais membres de cette méga plateforme électorale. Leur ambition, le renouveau de l'intelligence congolaise. Dans le registre strictement politique, sauf changement de dernière minute, le sénateur Jean-Pierre Bemba pourrait déposer ce jeudi sa candidature à la présidentielle. Selon certaines sources, l'ancien vice-président a passé la nuit dans le complexe familial de GB et pour d'autres dans un hôtel de la place. À son arrivée ce mercredi à Kinshasa, l'accueil lui réservé par les militants de son parti, le MLC, était chaleureux. Absent du pays depuis bientôt 11 ans, le chairman a communié avec ses sympathisants au siège du MLC. Bien avant, quelques échauffourées ont tout de même été signalées entre militants et la police. Retour en image avec Julie Sefou. Kinshasa a réservé un accueil chaleureux à Jean-Pierre Bemba. Dès la sortie de l'aéroport de Njili, comme par l'effet de la foule, les populations s'amassaient pour saluer le passage de celui qu'elles appellent fils du pays. Difficile de dissocier les membres du MLC des autres Congolais. Les badauds se sont joints aux militants. Il fallait voir des visus, celui qui sort de la prison de La Haye. Ma joie est celle d'avoir vu Bemba fouler le sol de ses ancêtres et ceci avant ma mort. Nous sommes ici en attente de son passage pour le saluer. Ça fait 11 ans que l'on ne s'est plus vu. C'est un citoyen congolais et c'est de son droit de regagner son pays. Il a été innocenté dans ma Il a été innocenté de toutes accusations. Il est de retour sur la terre de ses ancêtres. Voilà ce qui justifie cette liesse. Nous sommes tous dans la joie de voir notre frère revenir pour déposer sa candidature à la présidentielle. Le dispositif sécuritaire est impressionnant mais pas effrayant pour les populations qui longent les avenues. En gros, chacun s'est efforcé de garder les limites pour faciliter le travail des agents de l'ordre et permettre à ceux qui attendent de ne pas être gênés. Là pour sécuriser les sénateurs Bemba, on l'a sécurisé, on l'a amené jusqu'au siège du MLC, sur l'avenue de l'enseignement. Il n'y a pas eu beaucoup d'incidents sur le parcours, mais il y avait un petit problème au niveau de Mikondo, ce n'était pas sur le cortège, c'était en dehors du cortège. La police a fait usage de lacrymogène et puis les jeunes ont commencé maintenant à jeter des projectiles sur le cortège. Même lui-même, le sénateur Bemba a échappé belle. Et puis lui-même a demandé qu'on puisse accélérer. C'est comme ça qu'on a accéléré, on l'a amené, sain sauf. Aucun blessé, aucun mort jusqu'à présent. L'instant est inédit quand le président du MLC salue par la fenêtre du siège interfédéral les Congolais désireux de le voir. L'ambiance sera tout de même écourtée. Jean-Pierre Bemba ne pourra pas emprunter toute l'avenue du 24 novembre. À la hauteur de Hassanef, la voie est barrée. Il lui faut un détour. Jusqu'à présent, moi comme commissaire provincial, commandant ville, je n'ai pas réussi une solution contraire. La solution que j'ai réussi, on a interdit à un sénateur Bemba d'habiter dans cette résidence-là. Il peut habiter ailleurs par là-bas parce que c'est à proximité du commandant suprême. Il ne passera pas. Il peut passer pour aller aux mêmes lignes ou ailleurs, pas là-bas. Il peut passer ici, mais pas à Pumbo. Pas à Pumbo, non. Il ne peut pas narguer là. Quand même, nous avons un gouvernement, non. Il ne peut pas narguer. Moi, j'ai reçu les instructions que je vais faire respecter. Acquitté par la CPI pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis en RCA entre 2002 et 2003, Bemba n'attend plus que le verdict dans le procès en appel sur la subornation des témoins dont il a été reconnu coupable. Il a regagné la RDC par Kinshasa ce 1er août pour déposer sa candidature à la présidentielle. Et c'est ce même jeudi que l'Union pour la nation congolaise ouvre son deuxième congrès.
Durant 3 jours, les différentes délégations venues de l'intérieur et de l'extérieur du pays vont décider de l'avenir de cette formation politique de l'opposition dans un contexte marqué par le dépôt des candidatures aux élections présidentielles et législatives nationales. L'UNC nourrit, comme toute formation politique, les ambitions de voir son leader briguer la magistrature suprême. 3e lors de la présidentielle de 2011, Vital Kamerhe n'attend que l'investiture de son parti pour déposer sa candidature à la présidentielle. Pendant ce temps, on continue à se préparer au Front commun pour le Congo. On en a pour preuve les nouvelles adhésions au sein de cette méga plateforme. Une trentaine de personnalités ont rejoint le FCC mercredi, parmi elles les gouverneurs de province et quelques responsables des confessions religieuses ainsi que de groupements politiques. Un 1er août sans repos pour le Front commun pour le Congo. C'est le jour des signatures de la charte par des personnalités au rang desquelles leur seigneur Maridi Modo, Kouyendondo, l'apôtre Tambulu Koki et les 26 gouverneurs des provinces. Chacun se présente comme une personnalité. Occasion pour le dire-cap du chef de l'État lors de son mot de bienvenue de paraphraser Joseph Kabila sur sa perception du Congo. Le président de la République a voulu sans embâche lancer un appel à la révolution de notre conscience sur particulièrement la perception que nous devrions avoir de l'importance du Congo, mais également de sa fragilité. Oui, un grand pays au cœur de l'Afrique, un continent, il a ainsi appelé un pays continent, mais un pays qui est au centre de plusieurs convoitises. Monseigneur Maridi Bodo dit sa motivation en signant la charte. Il s'agit du patrimoine commun, c'est donc le Congo qui appelle tous ses fils. La signature de la charte, pour moi, ça représente un engagement. Un engagement pour que nous puissions être unis et aller dans le même sens, avec les mêmes idéaux pour sauver notre pays. C'est le Congo qui nous appelle pour qu'on ne puisse pas jouer un rôle négatif dans la gestion, dans l'orientation, dans ce que nous faisons. Le projet Front commun pour le Congo appelle les passionnés du Congo à se lever et changer de cap pour l'agir individuel qui démontre l'amour du Congo par le changement des mentalités. Pour les nouveaux adhérents, le FCC est à ce jour la plus grande plateforme électorale, beaucoup plus crédible à leurs yeux pour le changement des mentalités et la cohésion du Congo. Leurs propos ont été recueillis par Julie Sefou. C'est une preuve de loyauté au chef de l'État, parce que c'est lui l'initiateur. C'est lui qui a voulu que nous réfléchissions autrement pour notre pays. C'est une charte pour tous ceux qui sont passionnés pour ce pays, la RDC, qui regorge d'énormes richesses, mais qui font l'objet de beaucoup de convoitises de puissances étrangères. Sous le leadership de son Excellence Joseph Kabila Kabange, le Congo se réveille. L'émergence de la RDC passe par la cohésion nationale, passe par l'unité, passe par la stabilité des institutions, passe par la paix. Ce sont là les actes fondateurs que prône le président de la République, son Excellence Joseph Kabila Kabange, et pour lesquels nous avons signé notre adhésion depuis longtemps. Un acte d'engagement pour nous permettre d'abord d'aller ensemble aux élections et gagner à tous les niveaux, afin d'obtenir une majorité confortante à l'Assemblée nationale et pouvoir gérer les pays selon la vision du Fonds commun pour le Congo. Affirmer mon engagement, de ma loyauté et de ma fidélité à l'initiateur du Front commun, je citais le président de la République, chef de l'État, mais également affirmer mon engagement républicain qui est un engagement pour une cause juste. Cette cause juste s'appelle le Congo. Signer la charte du FCC, c'est renouveler ma loyauté au président de la République
renouveler mon engagement à pérenniser les acquis de ce qu'il a fait depuis ses 2 mandats à la tête de la République démocratique du Congo. C'est pérenniser la paix chèrement acquise, la bonne gouvernance et l'unité nationale. Notre sens de devoir, c'est les combats pour la patrie. Les Congos d'abord, et ensemble pour le front commun. Nous devrions aujourd'hui donner l'image de ce que pense réellement le vrai Congolais autour de la démocratie et aussi les futures élections qui pointent à l'horizon pour l'intérêt de la patrie. Kinshasa se réjouit du niveau d'information de son processus électoral et loue par ailleurs l'initiative de la CEDEAO et la CEAC qui conjuguent leurs efforts dans la lutte contre le terrorisme avant le sommet de l'Union africaine. Le vice-premier ministre en charge des affaires étrangères, Léonard Tshio-Kitundu, l'a dit à l'issue du sommet conjoint de 26 chefs d'État et de gouvernement membres de la CEDEA et CEAC. Le sommet a pris acte et a salué justement les efforts déployés par le gouvernement et la Commission électorale nationale indépendante sur la mise en œuvre du processus électoral conformément au calendrier de la CENI. C'est avec plaisir, effectivement, que nous avons participé à ces sommets qui, justement, préconisent l'échange d'informations, une coopération pour lutter ensemble, en mutualisant les efforts contre ce fléau et qui gangrène aujourd'hui l'Afrique de l'Ouest et qui, dans une certaine mesure, est en train de se prolonger en Afrique centrale. Donc il était important pour nous de prendre des mesures préventives. La question de cette lutte contre la guerre asymétrique a toujours été compliquée parce que les moyens ne suivent pas. C'est pour cette raison que le sommet a proposé qu'on inscrive cette question dans le cadre du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, ce qui permettrait c'est que le Conseil de sécurité des Nations Unies puisse faire suivre les moyens conformément à la charte. Nouvelle épidémie de la maladie à virus Ebola officiellement déclarée à Mangina, à quelques kilomètres de la ville de Beni dans le nord Kivu. 4 échantillons sur les 6 prélevés ont été biologiquement confirmés par l'Institut national de recherche biomédicale INERBE Kinshasa. Le ministre de la Santé qui annonce la nouvelle invite les populations, plus particulièrement celles du territoire de Beni et des aires voisines, à garder leur calme et à rester dans leur zone de santé afin de pouvoir bénéficier d'une prise en charge adéquate et des traitements en cours d'acheminement. Plus de détails avec Cédric Bondo. Aujourd'hui, nous célébrons à juste titre la fin de la 9e épidémie de la maladie à virus Ebola en République démocratique du Congo. Une 10e irruption après une réjouissance de courte durée. Une semaine juste après la fin de la 9e épidémie de la maladie à virus Ebola, l'Est de la République démocratique du Congo vient d'être frappé par le virus. Du nord-ouest à l'est du pays, l'épicentre a migré d'Iboko dans l'ex-province et l'Équateur à Mangina, près de Béniville, dans la province du Nord Kivu. De 6 échantillons envoyés et analysés à l'Institut national de recherche biomédicale, 4 se sont révélés positifs à la maladie à virus Ebola sur le 26 cas signalés dans la zone de santé de Mabalako, avec 20 décès déjà notifiés. Une situation prévisible, martelée en son temps le ministre de la Santé publique, qui disait être prêt avec ce partenaire à y faire face. Comment nous voyons les prochaines semaines durant cette crise, et puis ensuite nous terminerons avec le dernier point sur, et après celle-ci, après cette épidémie d'Ebola, comment on va se préparer à la 10e, parce que selon toute vraisemblance, il y aura une 10e épidémie. Le virus est un virus selvatique, c'est un virus dans la forêt, donc nous ne maîtrisons pas encore tout. De manière, c'est un challenge pour les scientifiques pour essayer donc de continuer à mieux maîtriser. Là, nous sommes en train d'élaborer les plans de résilience. C'est-à-dire comment faire à ce que si cette épidémie survenait au pays ou à l'Équateur, que nous soyons encore beaucoup plus efficaces qu'auparavant. Et c'est ce plan de résilience qui va être coulé dans un plan global de contingence qui vont jeter les bases de gestion beaucoup plus efficaces des épidémies à venir. Y aurait-il un lien ou non à établir entre la 9e et la 10e attaque décrétée? Difficile pour l'instant de se prononcer, indique le ministère de la Santé publique qui annonce le séquençage à l'INRB afin d'identifier la souche du virus. Catalyseur du recours ou pas au vaccin RVSV-Zebov, les résultats de cet examen pourraient également aider à l'orientation de nouvelles composantes dans la lutte.
Le vœu caressé est aussi celui de la possibilité d'administrer aux patients la molécule développée par le professeur Mouyembe pour le traitement d'Ebola. Les perspectives que nous avons maintenant, c'est que cette maladie n'avait ni vaccin ni médicaments. Donc on a pris le sang de convalescents d'Ebola et puis qu'on a transfusé chez le malade atteint donc d'Ebola. Et nous avons donc sauvé comme ça, sur 8 malades ainsi traités, 7 ont survécu, avec 8. Donc 7 ont été guéris. Par ailleurs, en raison de la situation sécuritaire dans les zones affectées, une nouvelle composante sécuritaire a été mise en place afin d'assurer la protection des prestataires de soins déployés et de la population. Entre-temps, le ministère de la Santé publique invite les populations, plus particulièrement celles du territoire de Béni et des aires voisines, à garder leur calme et à rester dans leur zone de santé afin de pouvoir bénéficier d'une prise en charge adéquate et des traitements en cours d'acheminement. Entre-temps, face à la recrudescence du kidnapping des infirmiers en territoire de Rutshuru, toujours au Nord Kivu, le corps infirmier du coin monte au créneau. Il décrète à partir de ce lundi la cessation complète de toute activité. À l'issue d'une conférence de presse mercredi, le président de la corporation section Rutshuru a sollicité l'intervention des autorités nationales. Il est vrai qu'à Rutshuru, le kidnapping fait rage, surtout au compte des professionnels de santé. Bon, nous arrivons ici à Roubaix, nous sommes déjà en train de retourner, mais je vous informe qu'il n'y a pas même 2 semaines qu'ici à Roubaix, ici même, un infirmier a été kidnappé. On a dû payer une rançon. Pas le premier, bien sûr, c'est un énième compte de kidnapping au compte des infirmiers. Ne parlons même pas des assassinats de chaque jour, Antamugenga, Nyamilima, Arugari, dans la zone de santé de Rwanguba, où on a même pris pour cible tous les staffs infirmiers à 0 heure et ils se sont retrouvés à 2 heures du matin à Tamugenga pour l'instant. Donc, nous sommes en train de penser que les infirmiers risqueront d'être fatigués un jour, parce que les gens sont en train de penser qu'avec la prime dérisoire de l'infirmier, il est aussi possible que les autres fassent une solidarité et trouver de l'argent chaque jour pour libérer les infirmiers. Nous pensons qu'on ne va plus accepter de libérer même un seul rond pour les comptes des kidnappeurs, parce que trop c'est trop. Nous pensons que comme nous soignons tout le monde sans discrimination, et que même ces gens-là qui sont devenus indisciplinés jusqu'à faire la cible, le personnel de santé, nous pensons que aussitôt nous aurons un autre cas de kidnapping, nous aussi, en contrepartie, on risquera de cesser de continuer à prester, parce qu'on ne saura pas soigner les gens pendant que notre confrère est en train de souffrir dans la brousse. Aussitôt il n'est pas encore libéré, on risquera de cesser avec les soins. Et comme ça, ceux-là qui vont subir les conséquences de l'absence de l'infirmier dans la structure, ils vont sentir que l'infirmier est finalement important. Et pour renforcer ce chapitre consacré à la santé, plus de 170 pays du monde célèbrent jusqu'au 7 août la semaine mondiale de l'allaitement maternel. Objectif, encourager ce geste qui contribue activement à la croissance du nourrisson d'une part et de la santé de la mère d'autre part. Selon certaines études, allaiter contribue pour la femme à la prévention du cancer du sein, autant d'importance qui n'est plus à démontrer en dépit des différentes raisons brandies par certaines femmes pour rejeter l'allaitement exclusif durant les 6 premiers mois du nourrisson. Fezamika et Cédric Bondo pour le reportage. Si l'allaitement artificiel semble plus pratique pour certaines mères, l'allaitement maternel demeure le plus avantageux. Premier aliment naturel pour les nourrissons, riche en calories et nutriments dont l'enfant a besoin, le lait maternel se veut un aliment vivant et frais qui passe de l'enfant à la mère sans intermédiaire en renforçant la communication entre les deux. Des avantages que lui reconnaissent beaucoup des mères. Parce que moi-même j'ai été allaitée jusqu'à 6 mois. Pourquoi ne pas le faire pour mon enfant? Je dois me sacrifier et je vais l'allaiter. Donner à l'enfant le lait maternel exclusif jusqu'à 6 mois est très important, car il y a tout dans ce lait.
Ça permet à l'enfant de bien grandir, ça le protège contre les infections et bien d'autres maladies. Je pense que le lait maternel a beaucoup de vitamines. Par contre, le biberon est difficile à sucer pour certains enfants puisque son caoutchouc est très dur et c'est à la base de certaines maladies. Par ailleurs, il est recommandé désormais par l'Organisation mondiale de la santé l'allaitement exclusif au sein maternel pendant 6 mois. Une pratique qui ne semble pas du tout aisée pour certains parents. 1 à 6 mois sans rien prendre d'autre que le lait maternel, c'est un crime. Les médecins qui appuient ces thèses ont tort. Parce que eux, quand ils sont nés, ils ont commencé à boire et à manger à 1 mois. Mais à leur tour, ils veulent changer la technologie. Pourtant, la technologie n'a jamais changé. Je suis contre ça parce que je dois aller travailler. Et le congé, c'est seulement pendant 2 mois ou 3 mois, disons. Alors pendant tous ces temps, quand je partirai au travail, que fera l'enfant? Elle ne va pas attendre, mais il ne va pas attendre jusqu'à ce que je rentre de la maison pour lui donner l'essai maternel. Pour moi, je rejette, pour moi, cet objectif-là, je rejette ça. À mon avis, je crois que ça va épuiser la maman. 6 mois successifs, je crois que c'est un peu trop. Il faut mélanger de l'eau et la bouillie. Rien que l'allaitement, je crois que ça ne suffit pas. Pour ceux qui sont pour l'allaitement au sein maternel, ils estiment que le travail n'est pas une raison pour ne pas suffisamment allaiter son enfant. Au-delà d'un simple geste naturel, l'allaitement maternel, c'est aussi un comportement acquis. Non, ce n'est pas la raison. Quelqu'un peut travailler et donner le lait maternel au sein à l'enfant le matin avant de quitter la maison et à son retour. C'est pas ça la raison. Je suis une mère de 9 enfants, tous mes enfants ont été allaités rien qu'au sein maternel. Ils n'ont pas pris de biberon et mon dernier accouchement est intervenu en 1981 avec des jumeaux. Il n'était pas facile d'allaiter 2 enfants au même moment, mais je m'étais disciplinée à leur donner que le lait maternel jusqu'à l'âge de 16 mois. Le médecin recommande l'allaitement exclusif jusqu'à 6 mois et l'allaitement jusqu'à 2 ans. La toute première chose qu'on donne à l'enfant, c'est le lait maternel. Parce que le lait maternel renferme beaucoup de vertus, aussi bien pour l'enfant, pour la mère, pour la famille, pour la communauté et pour toute une nation. Alors c'est pour ça que nous conseillons aux mères de n'allaiter que, donc de ne donner que du lait maternel de la naissance de l'enfant jusqu'à 6 mois, rien que ça. Parce que pendant ces 6 mois, seul le lait maternel est capable de donner à l'enfant tout ce qu'il lui faut pour sa bonne croissance physique et mentale. Il faut dire que la commémoration de la semaine mondiale du 4 au 10 août sous le thème « L'allaitement maternel, un atout pour la vie » a permis de sensibiliser sur cet acte simple mais très capital pour les nourrissons. En sport, éliminatoire CAN Tanzanie 2019, les Léopards cadets ont quitté Kinshasa, la capitale, ce mercredi pour la Guinée équatoriale où ils vont compétir dans le groupe A des éliminatoires de la CAN d'âge qu'abritera la Tanzanie en 2019. La dite compétition se déroulera du 3 au 18 août 2018. Les détails dans cet élément de Grace Mansanga. Les Léopards U17 se sont envolés ce mercredi 1er août, destination Guinée équatoriale pour les éliminatoires de la CAN Tanzanie 2019. Qui veut aller loin menace sa monture, dit-on. Guy Boukassa, entraîneur national, nous parle de sa préparation et de ses ambitions. L'équipe est en bonne forme, il n'y a pas de souci sur le plan sanitaire, tout le monde se porte bien. Et le moral est bien en place, l'équipe est prête pour se rendre à Malabo. L'objectif est d'atteindre les targets qui nous ont été assignés par la fédération, donc se qualifier pour aller en Tanzanie à la CAN. Donc c'est ça l'objectif qui nous emmène en Tanzanie. Les Fauves congolais, deuxième au tournoi de l'Unifac 2018, sont logés dans le groupe A à Bata, aux côtés du pays organisateur, la Guinée équatoriale, le Congo et le Sao Tomé et Principe.
Alors que dans le groupe B qui évoluera à Malabo, nous retrouvons le Cameroun, vainqueur du tournoi de l'UNIFAC 2018, la République centrafricaine et le Togo. Les Léopards Basketball, quant à eux, ont regagné Kinshasa ce mercredi en provenance du Madagascar où ils ont participé aux éliminatoires de l'Afro-Basket Togo 2018 du 27 au 29 juillet dernier, classés respectivement 2e chez les messieurs et dans la version féminine, les Léopards sont qualifiés pour la phase finale du CHAN prévu du 9 au 12 octobre prochain. Plus de détails dans ce reportage signé Patrick Osomba. 5 matchs joués, dont 4 victoires, respectivement face à la Tanzanie, le Madagascar, l'Ouganda et les Seychelles, et une défaite enregistrée devant les pharaons d'Égypte. Tel est le bilan des Léopards Basketball de la RDC, dont les déversions de 3 contre 3 aux éliminatoires de l'Afro-Basket 2018. Nous sommes allés et nous nous sommes qualifiés pour l'Afro-Basket 2018. Et nous allons multiplier les efforts d'entraînement, multiplier qu'il y ait une meilleure cohésion que ce que nous avons eu au Madagascar. Ça a été chez les dames, ils ont 4 victoires et une défaite. Déjà un bilan largement positif en emportant la qualification pour Lomé 2018. On espère qu'en novembre, l'équipe sera plus à droite que ce que nous avons vu maintenant. Et nous espérons ramener au pire des cas une médaille de bronze lors de l'Afro-Basket 2018. Nous disons merci au gouvernement congolais qui a pu nous soutenir. Et nous espérons qu'il va continuer ainsi. Ça fait 2 années que le basket est en train de monter, l'année dernière et celle-ci. Des retours au pays ce mercredi, les fauves congolais ont ramené dans l'ère judiciaire les qualifications pour les championnats d'Afrique des Lomé. Ça s'est bien passé pour moi, je peux dire, parce que nous sommes partis, nous n'avions aucune idée de ce qui s'est passé là-bas, parce que le 3 contre 3, c'est différent des 5 contre 5. Donc nous avons dû tout apprendre sur le terrain. C'est vrai que la théorie, on nous a donné la théorie, mais la pratique c'est autre chose. Nous avons tout appris sur place, mais Dieu merci, nous sommes rentrés avec la qualification. Et ça c'est déjà un exploit. Et j'espère que pour la phase finale, non seulement j'espère et je sais que nous allons nous préparer en conséquence parce que nous savons maintenant ce qui nous attend pour la phase finale et nous espérons faire mieux que la 2e place. Les staffs techniques s'est dit plutôt fiers du résultat escompté dans cette compétition. Très bien parce que l'objectif est atteint. Donc on est qualifié. Voilà, les filles ont joué contre l'Égypte en finale. L'Égypte qu'on avait bâti pendant le match de classement. Mais l'objectif c'était d'être qualifié, mais c'est encore bon lorsque vous êtes qualifié en jouant même jusqu'en finale. C'est une très bonne chose, comme j'avais dit, qu'on avait amené une bonne équipe et la preuve est là, on a amené une très bonne qualification. Après l'aéroport international de Djili, les Léopards ont été ensuite reçus dans un restaurant de la place où ils ont présenté les trophées ramenés du Madagascar auprès de la Fédération congolaise du basketball, ici représentée par son secrétaire général André Comichelo. Voilà qui met un point final à cette édition du journal. Merci à vous qui nous suivez à partir de Belgique et bonne suite de programmes sur Buon Télévision. Mini yena mwana bem congolais. Boa tarde a todos. Hanalo monga bem formação de moço dia bien. Peço a todos meus irmãos angolanos avec Digital Momo. Bomoko ya